Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Voici les titres. Rentrée thématique 2025 du quotidien public La Nation ce jeudi 23 janvier à Cotonou. Une édition placée sous le signe d'une forte orientation sur les dossiers liés au cadre de vie, à l'urbanisme et aux défis écologiques. Les précisions dans ce journal. Où en est le projet d'urgence en eau d'Agblan-Gandan? Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a effectué ce matin une descente sur le site. Le point sur le niveau d'avancement dans quelques instants. Enfin, cela fait 5 ans que le premier confinement a été annoncé en Chine pour raison de coronavirus. On fait le bilan dans ce 20h avec un tour pour quelques nouvelles du continent au Mozambique, aux États-Unis et en Chine. Mais d'abord, allons sur la route de l'emploi. Enfant Azoli, du nom du dispositif de formation en entreprise destiné aux Béninois de 15 à 30 ans, laissés en rade par le système scolaire dans plusieurs localités du Bénin. Bon nombre de jeunes ont été formés dans 4 filières liées à l'agriculture. Djougou a accueilli les stagiaires de la conduite d'engins agricoles. Que retiennent ces jeunes qui ont pris part à cette formation? Élément de réponse dans ce reportage signé Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Au volant de cet engin agricole, des stagiaires à Zoli, des jeunes qui n'avaient aucune notion dans le domaine, parlent aujourd'hui de la conduite avec beaucoup d'assurance. J'ai pu quand même conduire correctement un engin agricole comme le tracteur par exemple, à atteler des équipements comme le gyrobroyeur qui permet déjà de faucher les herbes. Par exemple la conduite du tracteur aussi. Je l'ai maîtrisé et nous avons fait beaucoup d'activités. Par exemple, nous avons fait le labour, la remorque et aussi nous avons fait le cultivateur et le semoir et aussi le pulvérisateur. 60 jeunes âgés de 18 à 30 ans, avec au plus le BEPC, ont bénéficié de cette formation d'un mois assurée par l'équipe de la Sonama. Le gouvernement, à travers le programme Azoli, soutenu par la Banque mondiale, œuvre pour la réalisation de sa vision, la mécanisation agricole. Nous avons montré quel est l'enjeu de la mécanisation agricole. En réalité, au Bénin actuellement, après ça, l'hygiène, sécurité et environnement. Nous avons montré qu'est-ce qu'un tracteur, quels sont les équipements qui accompagnent l'unité motrice, le tracteur, et comment maintenant faire l'attelage de ces différents équipements au tracteur pour pouvoir faire l'opération efficacement et efficientement. S'il s'agit de manier les équipements agricoles dont dispose la Sonama, ils sont capables de bien les manier, ça je peux vous rassurer. Il faut dire que l'agriculture aujourd'hui, si on enlève ça du Bénin, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une opportunité et je me lance. Ça va diminuer la pauvreté, le vol, parce que moi, sincèrement, je n'avais pas de boulot, mais grâce à la Sonama et Azoli et autres, vraiment, je suis fier. J'ai trouvé de boulot et je vais me donner corps et âme pour réussir. Cette opportunité va au-delà de la lutte contre le chômage et le sous-emploi pour certains stagiaires, notamment les femmes. Je vois plusieurs personnes, nos grands frères, nos cousins conduire le tracteur. Mais je me dis souvent pourquoi une femme n'est pas parmi. Donc c'est pour cela que je me suis dit bon, je veux venir au moins m'engager pour cette formation. Je tiens à remercier Azoli d'avoir fait sortir les jeunes gens du chômage. Et j'invite massivement la gente féminine de venir pour qu'on puisse montrer aux hommes qu'ils ne sont pas les seuls à conduire un engin agricole. Après cette session d'un mois, ils seront envoyés dans différentes structures pendant 5 mois pour perfectionner les notions reçues. Merci infiniment, merci. Merci. Je tiens à remercier infiniment le gouvernement de son Excellence président Patrice Talon et avec tous ses partenaires. Mettons à présent le cap sur la cité des Kobourou où, depuis le début des travaux du projet asphaltage phase B,
Parakou voit s'opérer sous ses yeux une transformation sans précédent. C'est le cas à Banikani, où par exemple, vous allez le voir, les caniveaux se posent déjà de part et d'autre de la voie en chantier parmi la dizaine de rues prévues. Constat avec Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. Des grues en pleine installation des caniveaux à Banikani. Les populations vivent déjà les contraintes des travaux d'aménagement du projet asphaltage phase 2, démarré depuis octobre 2024. Quand on doit creuser les caniveaux et tout, il n'y a pas d'eau, il y a aussi la poussière. Quand on sort, bon, on est tout sale. Et aussi à la maison, il y a souvent le bruit, quoi. Du coup, pour dormir aussi, c'est un problème, mais bon, on gère quand même. L'évolution des travaux sur le terrain impressionne les riverains, plutôt reconnaissant. Avant, on marchait dans la poussière, les pieds se salissent. Maintenant, on a espoir de marcher sur les pavés. Vraiment, on est très content. On ne peut que dire merci au gouvernement. On n'espérait pas que ça allait avancer comme ça d'un seul coup. La poussière veut finir dans mon quartier, dans ma maison. Si mes tôles, on remercie Dieu. Que Dieu donne la santé, ceux qui ont fait le travail là pour pouvoir nous faire le travail là, que Dieu les rende beaucoup. J'ai vu qu'ils sont en train de travailler devant mon atelier. Ils sont tellement dynamiques, il n'y a même pas le jour de repos. Il n'y a pas de dimanche chez eux. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup. S'ils viennent chez nous, ils nous parlent comme si on se connaissait depuis fort longtemps. Il n'y avait pas le passage, mais ils nous ont fait des petits ponts et on arrive à passer. Nous sommes en train d'attendre la fin des travaux pour avoir l'éclairage dans l'avant, pour bien s'épanouir. L'aménagement de cette rue de Banikani fait rêver déjà les usagers. C'est une fierté pour la population de Parakou, en l'occurrence celle du quartier de Arafat. Et ça va désengorger l'autre voie qui fait face au portail de l'université de Parakou. Ça va assainir aussi la ville. Avec la voie là, on sait qu'il y aura beaucoup de circulation et le marché là, ça serait ouvert pour nous tous. On va bien animer le quartier. Ces travaux s'étendent à d'autres quartiers comme Al-Houda, Zongo, Ladifarani, Petit Père, Agba, Urutokoru et Gano sur plus de 13 500 km de voirie, de quoi transformer le visage de la cité des Koubourou. Un encadrement strict, voilà ce qui va dorénavant être le moteur dans le transport du bois énergie au Bénin. Depuis le 17 janvier dernier, la Direction générale des eaux, forêts et chasses veut traduire dans la réalité l'arrêté interministériel du 29 juin 2009 déterminant les modalités de contrôle des coupons de transport du bois en République du Bénin. Nestor Sela et Idrissou Abdoulofou nous rappellent ici les conditions de transport du charbon de bois et du bois de chauffe à usage domestique pour les particuliers. Reportage. Le charbon de bois et le bois de chauffe constituent les premières sources d'énergie de cuisson dans les ménages au Bénin. Et on rentre dans les arrondissements de Koko, Minia, Banigri pour chercher du charbon et amener à Parakou. Pour garantir l'intérêt de tous, le gouvernement, à travers l'arrêté interministériel du 29 juin 2009, fixe les dispositions encadrant le transport de ces combustibles à des fins domestiques. Dans l'arrêté, on a dit de 2 sacs de charbon et un spare de bois. La destination n'est même pas limitative. Pour les besoins de l'autoconsommation, l'arrêté interministériel fixe des conditions pour tout particulier. Donc un citoyen qui veut consommer, qui veut faire déplacer 2 sacs de charbon à l'autoconsommation, selon les tests, doit nécessairement aller sur la plateforme et payer ses taxes et redevances. Et puis vous tapez www.tresorpublic.bj. Et là, ça va vous commencer par vous donner les mains qui se résument en 7 étapes. Et vous allez suivre ça. Et progressivement, vous allez pouvoir payer votre taxe et redevances. Et vous aurez aussi votre quittance qui vous sera délivrée à nous. Et au cas de contrôle par un agent assermenté, un agent forestier, là, il suffit simplement de montrer et puis il pourra être libre et faire sa route avec ses produits. Derrière ces dispositions de l'administration forestière se cache un intérêt présent et futur. Prendre une disposition comme ça permet à l'administration de connaître techniquement quelles sont les quantités, c'est-à-dire le besoin réel et comment évolue ce besoin-là pour savoir comment rimer ça avec les différentes opérations de reboisement pour que le potentiel puisse toujours exister pour nous et pour les générations à venir. Se conformer à ces nouvelles directives,
c'est préserver l'équilibre écologique du pays. C'est une pratique en vogue puisque la Banque internationale pour l'industrie et le commerce offre toujours aux Béninois cette opportunité. Après la Loterie nationale du Bénin l'année dernière, il s'agit de l'investissement en bourse. Quels en sont les avantages et les éventuels risques? Si vous n'avez pas encore souscrit à l'opération de vente en cours, des experts vous apportent tous les éclairages possibles dans cet élément signé Ariane Da Silva. La bourse, c'est un marché. C'est un marché sur lequel il y a des produits spécifiques. Ces produits spécifiques sont dans le vocable de valeurs mobilières, actions, obligations et autres titres de créance. Sur ce marché, on retrouve deux acteurs, des acheteurs et des vendeurs. Vous avez forcément ceux qui ont de l'épargne, qu'ils ne veulent pas utiliser, de l'épargne, et ceux qui en ont besoin et qui forcément ne connaissent même pas les épargnants. Donc sur ce marché, il y aura des intermédiaires qui vont intervenir pour que les excédentaires, ce que je peux appeler les épargnants, puissent rencontrer les agents à besoin de financement, notamment les grandes entreprises et l'État fondamentalement. Mais qui peut investir en bourse? Tout particulier ayant la capacité d'épargner. Parce que quand vous venez en bourse, c'est pour investir, mais en même temps, c'est pour fructifier votre épargne, peut-être pour un projet, soit à moyen ou à long terme. Afin vraiment de pouvoir bénéficier de la bourse, vous ne venez pas juste pour un court terme. Pour réussir son placement en bourse, l'investisseur peut compter sur les sociétés de gestion et d'intermédiation, une catégorie d'établissements financiers soustraite de la réglementation bancaire. Le marché financier et notamment la bourse a des règles. Donc, en tant qu'épargnant, lorsque vous disposez par exemple des ressources, vous ne pouvez pas vous présenter directement vous en tant qu'individu donc à la bourse. Vous devez passer par ce qu'on appelle les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc les SGI sont des professionnels donc, qui peuvent vous aider donc, à placer votre argent. Cela n'empêche tout de même pas la prise de risque dans certains placements. Parmi les titres là, vous avez d'abord les obligations qui procurent des revenus fixes. Vous voyez? Quand vous prenez les bons de trésor que l'État émet souvent, le revenu est fixe. Mais à côté des obligations, vous avez un autre titre que j'ai appelé les actions. Les actions qui sont des titres risqués parce que ça ne donne pas droit à un revenu fixe. Mais ici, vous avez des dividendes qui sont attachés aux bénéfices donc, de l'entreprise qui a émis ces actions-là. Mais à côté des dividendes, il y a ce qu'on appelle les plus-values qu'on peut obtenir à la cession du titre. Lorsque, par exemple, j'ai de l'aversion pour le risque, je ne peux que mettre mon argent dans les obligations. Mais lorsque j'ai de l'appétit pour le risque, je vais prendre des risques. Et donc, en mettant mon argent dans les titres risqués, notamment les actions. Mais forcément, si une obligation est autour de 6% ou bien de 7%, en mettant mon argent dans les titres risqués, il faut que je m'attende, n'est-ce pas, à avoir plus de rémunération qu'on peut appeler rendement. Ça veut dire que si je prends une action, je m'attends à être plus rémunéré que, par exemple, si je mets mon argent dans un titre non risqué. Dans l'un ou l'autre des cas, selon les spécialistes, la bourse joue un double rôle. C'est un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités et un lieu de placement.
Il nous habitue depuis quelques années maintenant à un thème spécifique à mettre en lumière durant 12 mois. Le quotidien de service public La Nation marque encore une innovation dans son contenu. Ce jeudi 23 janvier à Cotonou, il effectue sa rentrée thématique de l'année 2025. Une forte orientation sur les dossiers liés au cadre de vie, à l'urbanisme et aux défis écologiques s'annonce. Les précisions avec Fifame Atadeji Okonde et Alexis Kenom. La préservation d'un cadre de vie favorable à la santé. Un défi environnemental majeur qui requiert une initiative nationale audacieuse. Le Bénin, à l'instar d'autres nations, est confronté à des défis environnementaux majeurs tels que la déforestation, l'érosion côtière, les pollutions de toutes sortes, les changements climatiques et la gestion des déchets. Face à ces nombreux défis écologiques, le quotidien de service public La Nation, conscient de son impact sur la société, décide de faire un clin d'œil spécial aux questions relatives au cadre de vie cette année. Ceci à travers ses diverses publications. La rédaction du quotidien de service public La Nation se propose cette année davantage informer sur cette formidable odyssée, car il est difficile de ne pas admettre que nous venons de loin en la matière. Et ceci par un rigoureux exercice journalistique. Les médias peuvent en effet orienter les priorités des gouvernants, influencer les comportements des citoyens, contribuer à la création d'un environnement propice à des politiques durables. Le choix de cette orientation éditoriale en 2025 justifie le thème dédié à la rentrée thématique 2025 du quotidien national d'information. Cadre de vie, urbanisme et défis écologiques. Si la coexistence pacifique interreligieuse est un atout primordial qui cimente tout processus de développement, eh bien le Bénin en a la matérialisation sur l'un de ses murs. Sur le mur du port autonome de Cotonou est présente depuis quelques années, ou du moins c'est présente depuis quelques années, une fresque, celle du Brésilien Eduardo Cobra, suivant le portrait réalisé par Ghislain Poguet à cet effet. De ces grandes fresques colorées, il défend la paix, énonce des messages contre la guerre et défend des causes humanitaires. Ces fresques couvrent les murs des grandes métropoles. Il est originaire de Sao Paulo au Brésil, le pays de la samba et du football dieu. Eduardo Cobra. Eduardo Cobra est un nom majeur du street art brésilien, sud-américain, mondial. À 15 ans, le natif de Sao Paulo découvre le graffiti. Influencé par la veine hip-hop débarquée des États-Unis, il passe ses nuits à couvrir les murs de tags et de graphes. Né en 1976 dans la banlieue de Sao Paulo, le jeune Edouard n'aime pas l'école. Ses parents ont une crainte qu'il se fasse arrêter et qu'il finisse sa vie en prison. Mais le petit Cobra sait où il va. Il veut faire de son art son métier. Il a aujourd'hui à son actif des œuvres au Brésil, en France, en Espagne, en Italie, Norvège, Angleterre, Malawi, Inde et Japon. Et la liste est longue, très longue. Plus de 500 œuvres. Sur le continent africain, à part le Malawi, où il a laissé ses traces en 2017, le Bénin est le deuxième pays où il amène ses instruments. Au Bénin, le projet parle de coexistence entre les religions, un dialogue permanent, pacifique et enrichissant entre les croyances, exprimé par une marche ensemble, dans la diversité, dans la différence, mais ensemble, unis et pacifiques. À quand la fin du manque d'eau pour les populations d'Akbakpa? Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a effectué une descente ce matin sur le site du projet d'urgence d'Akblangandan. Objectif, constater le niveau d'avancement des travaux et s'assurer du respect des délais annoncés. Vous allez le voir, la visite a été marquée par des instructions fortes pour accélérer le rythme des travaux. Compte rendu, Christelle Tongodo, Jules Akweiko. L'accès à l'eau potable demeure une priorité essentielle pour le gouvernement du président Patrice Talon. À travers des investissements conséquents tels que le projet d'urgence d'Akblangandan, les efforts sont visibles et prometteurs. En seulement 6 mois, les travaux ont déjà atteint 55% de taux d'exécution, témoignant d'un engagement sérieux à répondre aux besoins pressants des populations des 1er au 4e arrondissement. Qu'est-ce que les populations peuvent faire sans eau?
C'est une souffrance qui tient à cœur au gouvernement. Et c'est pour ça que, de toute urgence, près de 17 milliards ont été mobilisés pour que ce travail-là soit fait. Vous savez, depuis 2016 que le président Patrice Talon est venu au pouvoir, il a hérité d'un pays à reconstruire, à rebâtir. Et il a fait le choix avec son gouvernement de faire des investissements structurants. Nous avons été habitués à des palliatifs et qui ne donnent que des satisfactions pour un temps. Mais les investissements structurants sont de caractère à donner satisfaction sur le long terme. Cependant, pour pallier les contraintes liées au délai de livraison, des mesures alternatives ont été prévues. Et quand on a à faire ces genres d'investissements, ça prend un temps. Donc pendant ce temps, comment la population va vivre? Je crois que, au vu des explications du directeur général, il a expérimenté une solution alternative en attendant la fin du chantier qui, à mon humble avis, marche. Et donc, les instructions lui ont été données pour qu'il généralise cela et qu'il améliore la qualité du service à la population avant. À Kpakpa et à Blangandan, donc c'est l'impôt en général, pourront se réjouir que d'ici quelques mois, le gap, sinon le déficit en eau constaté, va se conjuguer au passé. Et les solutions alternatives sont déjà en train d'être trouvées et le volet communication est déjà pris en compte par l'entreprise avec les réseaux sociaux. Les communiqués vont passer, Move, sur MTN. Nous avons eu des conciliabules et j'ai la pleine conviction que ces solutions vont porter et le dénouement est proche. De plus, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a donné des instructions claires pour accélérer davantage les travaux, notamment en réorganisant les équipes et en envisageant un renforcement des effectifs. Et on est le 23 janvier 2025, c'est la date réservée comme journée internationale de la solitude. À l'ère du numérique et des réseaux sociaux, la solitude prend-elle plus d'ampleur? Que faire pour sortir de cette situation quand on y est déjà? Réponse avec le directeur du Centre de consultation en éducation et en psychologie dans cet élément. Les réseaux sociaux aujourd'hui, au lieu de permettre l'enracinement des liens entre humains, contribuent plutôt à l'éloignement des liens, à l'éloignement des êtres humains, au profit du virtuel. Et aujourd'hui, le fait de créer une chaleur affective dans les relations, non, on préfère avoir des followers qui sont virtuels en fait. Mais c'était ce que les familles africaines avaient de plus cher. C'était ce qui permettait aux familles africaines de ne pas être victimes des types de maladies, même jusqu'à l'Alzheimer à l'époque. Prenons le cas d'un enfant par exemple très tôt à qui on remet une tablette. Vous allez voir tout de suite que son comportement va commencer par être transformé. Et il n'aura même plus l'écoute vis-à-vis de ses géniteurs. Il va commencer par vivre dans un monde imaginaire, un monde fictif. C'est pareil pour un ado. Il développe une passion à quelque chose qui n'est pas réel. Parce que qu'est-ce que nous voyons sur ces réseaux? Une vie virtuelle qui n'a rien à voir avec une vie réelle. Les médias complètement, fragmentent le tissu social. Et chacun est dans chacun comme nous avons l'habitude de le dire couramment ici au Bénin. Le premier recours, lorsque vous constatez une personne qui est triste, qui commence par s'éloigner des gens, faites l'effort de vous approcher de cette personne, vous qui êtes ses parents, et d'en savoir les causes. La voie de la communication est la meilleure chose à adopter en cette étape. Dépassant cette étape, conduisez la personne vers un spécialiste. Les Vodun Days, on en parle toujours. On s'intéresse cette fois-ci à Roger Fabre, alias Wapi Rapi, un Haïtien qui a pris part à l'événement. Il salue la réussite des manifestations. L'artiste reconnaît aussi la pertinence de la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants et lance un cri de cœur face à la crise dans son pays, Haïti. On le suit au micro de Wenceslas Arognimon et Ariane Da Silva. C'est une initiative qui a sa place dans notre communauté parce que
Quand on parle d'africanité, il ne faut pas oublier la spiritualité. Cette décision de promouvoir les afrodescendants, ça fait quelque chose de génial et que nous, en tant qu'enfants des déportés, nous avons toujours eu cette nostalgie de retourner à la source. Et c'est pourquoi le jour où je me suis retrouvé dans l'avion, je me suis dit, j'ai enfin réalisé un rêve que mon grand-grand-père avait, le grand-père avait, qui n'avait pas réalisé. Je l'ai réalisé aujourd'hui. Concrètement, je veux lancer un appel, un SOS, qui est un appel d'urgence à la communauté africaine, parce que les Haïtiens, ce sont un peuple qui venait de toutes les côtes. Mais puisque je suis au Bénin, je lance cet appel au Bénin et à tous les Africains pour dire que les Haïtiens se retrouvent dans un étau. Un étau, c'est-à-dire ça nous coince. Depuis 2010 et jusqu'à présent, actuellement, ma mère n'arrive pas à sortir chez elle parce qu'il y a des gangs dans la rue qui kidnappent tout le monde, qui tuent tout le monde. 1er janvier 2025, j'étais arrivé ici. Je devais être chez moi pour boire la soupe de l'indépendance avec mon peuple, avec ma famille, mais je ne pouvais pas. Je suis venu ici afin de demander un secours populaire et étatique. Je suis un porteur de projet. J'apporte un projet pour le Bénin et pour toute l'Afrique afin que on puisse sortir de la misère et passer au stade de la standardisation du Bénin et de l'Afrique. You said to me, the way I got to live, the way I got to speak. But now I say, colon, get mama, get, colon, get mama. Colon, get mama. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières, dans le récit de Alexandra Diotan. Au Congo, près de Goma, le mouvement M23 ne cesse de gagner du terrain aux dépens de l'armée, dans la région où le conflit redouble d'intensité depuis le début de l'année. Certains déplacés ont déjà dû fuir leur foyer à plusieurs reprises au gré des soubresauts d'un conflit qui dure depuis plus de 30 ans. Le principal opposant au Mozambique, instigateur d'une contestation électorale, expose ses conditions préalables à un éventuel accord avec le gouvernement. Il demande des garanties sur la fin des violences et une assistance médicale gratuite pour les personnes blessées lors des manifestations. Celui dont la revendication de la victoire à l'élection présidentielle d'octobre a entraîné le pays dans des semaines de troubles se dit prêt à contribuer à la recherche de solutions, mais pas à faire partie du gouvernement. Attisé par les vents chauds, un nouvel incendie s'est déclaré mercredi au nord de Los Angeles et se propage à une vitesse inquiétante. Plus de 3800 hectares sont partis en fumée en quelques heures et plus de 31 000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 23 janvier 2020, la Chine annonçait à Wuhan le premier confinement à cause d'une maladie à coronavirus, alors un virus inconnu qui sera baptisé plus tard Covid-19. En Chine, on ne fait mention nulle part de cet anniversaire. La vie a repris son cours à Wuhan, mais les stigmates demeurent. Aujourd'hui, les habitants veulent tourner la page, oublier à quel point leur ville a pu être silencieuse. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Ainsi s'arrête ce journal. Bonsoir chez vous.